Ah voilà, nickel. Je coupe le micro ici. Allez, salut à toutes et à tous. Donc, exceptionnellement, l'apéro des luttes est lancé de l'UL de Vennes. Donc, à ma droite, JC et Marius. Et on ne voit pas dans le champ, il y a aussi Noémie. Donc, trois camarades qui ont une belle histoire à raconter, qui est la création du syndicat des gardiens de troupeaux en PACA, CGT. Et donc, sans trop tarder, je leur laisse la parole et ils vont nous faire part de leur histoire. Et vous aurez le temps d'échanger ensuite avec eux, comme dans nos habituels apéros des luttes. Voilà, à vous. Ok. Bon, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Jean-Christophe. Et pour être tout à fait honnête, je suis vraiment pas très à l'aise dans la partie communication. Du coup, je vais essayer de faire mon mieux. Et voilà, j'espère que ça ira. Euh, du coup, en fait, c'est ça. Le syndicat de gardiens de troupeau est tout jeune. On s'est constitué le 1er mai 2022 euh, à la suite de plusieurs personnes assez nombreuses au final qui en avaient ras-le-bol des conditions de travail dans la profession. Euh, et on a décidé en fait de lancer un appel à se constituer en fait en syndicat. Et en fait, on a eu quand même beaucoup de réponses à cet appel. On a été un peu plus de 40 à cette première réunion il y a 2 ans. Et, euh, et du coup, à la suite de débats, de discussions, on est parti sur la création d'un syndicat. Je sais pas si tu veux. C'était 2 syndicats, je sais pas, genre Nord-Alpes et Sud-Alpes, etc. Ça tout, au niveau géographique, Ouais. il y avait un enjeu de comment on se structurait géographiquement, etc. Je sais pas, tu veux expliquer un peu pourquoi on a décidé de faire comme on fait? Ouais. Alors, donc, effectivement, en fait, on a fait le choix de se constituer en différents syndicats. L'appel qu'on a lancé, c'était un appel qui appelait toutes les personnes des Alpes et même d'un peu plus loin. Et du coup, on s'est trouvé avec un secteur géographique particulièrement grand. Et pour des raisons un peu d'organisation et de facilité à se rencontrer, on a décidé de se constituer au niveau départemental. Euh, et en fait, la majeure partie des personnes se trouvaient en Isère. Donc, d'emblée, ils ont eu un syndicat constitué entre 15 et 20 personnes sur le département dès la première rencontre. Et au niveau de PACA, en fait, on était relativement moins nombreux, moins nombreuses. Et un petit peu éparpillés entre le 04, 05, Bouches-du-Rhône. Et du coup, on a fait le choix de baser en fait le syndicat dans les Bouches-du-Rhône, mais en fait de constituer une entité régionale. Et, euh, et voilà, par souci d'organisation, quoi. Et aussi, au niveau stratégique, on s'est dit que plus il y aurait de nouvelles entités syndicales qui se créeraient, plus ça ferait un petit peu parler de nous, quoi. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est qu'avant mai 2022, il y avait déjà un syndicat de gardiens de troupeaux existant sur le département de l'Ariège. Oui, voilà, c'est ça. La constitution en fait de ce syndicat va dans la suite, en fait, dans une dynamique un petit peu plus large, nationale. Et effectivement, ce syndicat d'Ariège, du coup, a maintenant 5 ans. Et, euh, et voilà. Ouais. Et du coup, au niveau régional, avant qu'on constitue le syndicat PACA et Isère, il y avait déjà un groupe qui essayait de se rassembler régulièrement pour un peu réfléchir à nos conditions de travail, produire un peu de documentation, écrire des témoignages, créer des visuels. Donc il y avait un peu enfin, ça faisait déjà quelques années qu'il y avait des gens qui se retrouvaient autour des questions de comment on s'organise en tant que berger, bergère, etc. Et du coup, c'est un peu le mûrissement de ça ou un des chemins de ces initiatives-là qui a mené à constituer le syndicat. Ouais.
Et du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, ben voilà, donc on a un jeune syndicat constitué de gardiens de troupeaux. Donc en fait, ça sous-entend les bergers, vachers, chevriers. Et toutes ces personnes-là, très très peu, enfin vraiment une minorité, connaissaient le syndicalisme ou étaient investis dedans. Donc clairement, on est tous en, en quelque sorte en formation. Et, euh, et du coup, pour nous, c'est déjà une victoire de réussir à, à faire découvrir le syndicalisme et à découvrir simplement le syndicalisme et à essayer de s'investir. Et plus dans le vif du sujet, en fait, concrètement, pourquoi on se constitue un syndicat? Un petit peu comme tous, c'est pour l'amélioration de nos conditions de travail. Euh, En fait, dans le secteur agricole, euh, c'est assez triste, mais le respect du code du travail, c'est vraiment rare. En fait, c'est même quasiment impossible. Attends. C'est moi. Ouais, du coup, je disais que, en fait, majoritairement, en fait, on se bat pour le respect du code du travail. Pour essayer de donner une idée un petit peu de la situation, le jour de congé hebdomadaire, ça va faire que quelques années que ça se démocratise. Donc le code du travail, ça fait depuis longtemps que c'est une lutte qui a été gagnée dans le secteur agricole, en tous les cas, notamment dans l'élevage. On est salarié, mais on nous demande de travailler 7 jours sur 7. Et la plupart du temps, pas rémunéré pour ce dimanche effectué. En fait, on est une génération qui avons navigué dans différents secteurs d'activité. Euh, et en fait, on a un petit peu plus conscience on va dire, de nos droits. Et quand on arrive euh, à devenir berger, vacher, chevrier, quand on arrive dans le secteur, en fait, on déjante un petit peu, même complètement. Et voilà, que ça passe par la rémunération, qui est majoritairement, qui tourne autour du SMIC, que ça soit pour le temps de travail, qui dépasse très facilement les 70 heures par semaine. Et quand on en estime, ça peut dépasser, on arrive facilement à 90. Mais par contre, on n'est payé que 44, la limite du code du travail. Donc voilà, le travail non rémunéré, c'est quotidien, c'est normal dans le milieu. Et il semblerait que ça soit un prérequis pour être un bon salarié, un bon berger. Et du coup, voilà, on a eu envie de dire stop et vraiment de changer les choses. Et on s'est dit qu'en fait, personne ne le changera pour nous et qu'il n'y a qu'en s'organisant qu'on arrivera vraiment à faire avancer les choses. Donc c'est parti, on avait plein d'enthousiasme. Maintenant, ça fait 2 ans. C'est difficile. On a en face de nous la FNSEA, les FDSEA. C'est des gros morceaux, quoi, en fait. Et, et donc ça avance. Les choses, elles avancent doucement par différentes initiatives, notamment sur les logements. On en a entendu un peu beaucoup parler. Il y a des choses qui se passent, mais c'est très lent. On est très, très, très loin du compte. Au niveau du reste, des heures de travail, de la rémunération, là, ça bouge pas, on n'avance pas. Et, et c'est difficile. Alors, du coup, en fait, l'un de nos objectifs, c'est un peu la communication. Bon, personnellement, moi, je suis vraiment pas doué dans ce domaine, mais, euh, mais on y travaille. Donc, en fait, on essaye d'alerter les médias, de dénoncer, en fait, simplement nos conditions de travail. L'idée, c'est de briser un petit peu l'image d'Épinal. L'image que tout le monde a, du berger à la montagne, en fait, c'est un beau métier, il a un joli cadre, mais pourquoi il se plaint? Mais en fait, quand on est en estive, et c'est pas qu'un métier qui se pratique à l'estive, c'est aussi un métier qui se fait à l'année. En fait, c'est qu'on laisse nos vies complètement de côté, notre vie sociale, nos vies familiales. On est 4 à 5 mois en total déplacement dans des conditions particulièrement rudes. Le métier de berger peut paraître comme ça, l'image très jolie dans la montagne, mais il faut s'imaginer que c'est un métier difficile. Imaginez-vous randonner tous les jours pendant 5 mois et vous n'êtes pas en vacances, vous n'êtes pas en randonnée, en fait, vous êtes au travail. Euh, c'est un métier qui demande des compétences poussées en zootechnie, en botanique,
C'est un métier qui demande une régularité, une présence permanente. C'est du travail avec les animaux, c'est une responsabilité. On en a beaucoup en charge. Et malheureusement, tout ça, c'est pas reconnu. Donc, l'un de nos premiers objectifs, c'est ça, c'est la dénonciation de la réalité et, euh, et de briser cette image, en fait, que tout le monde a, un peu trop idéalisée, quoi. En second plan, notre objectif avec le syndicat, c'est aussi de briser l'isolement qui est induit, en fait, par notre profession. Euh, En fait, motiver de nouvelles personnes à s'organiser, s'entraider. Parce qu'en fait, une des situations qui est aussi un petit peu particulière, c'est que on travaille pour plusieurs employeurs. On est seul face à 4, 5 patrons, c'est régulier. Des fois 2. Mais voilà, le rapport de force, en fait, pour faire nos négociations, pour essayer d'améliorer les choses au cas par cas, est très difficile. Donc, l'un de nos objectifs, c'est ça, c'est de rompre cet isolement, de s'organiser et d'essayer de travailler collectivement à améliorer nos conditions de travail. L'autre objectif, c'est aussi le soutien aux bergers, bergères, vaches chevrières qui sont dans des situations difficiles face aux employeurs et qui sont aussi isolés. En constituant ce syndicat, en fait, on propose aussi une aide, un service d'entraide, d'écoute, de soutien et d'accompagnement. On a aussi fait le choix en fait de s'investir dans les commissions paritaires pour négocier en fait l'amélioration des conventions collectives. Et ça, c'est un gros chantier, ça nous prend énormément de temps. C'est très difficile à se rendre compte de la réalité que ça va être long et qu'on a face à nous des personnes qui sont vraiment pas prêtes à faire changer les choses. Et du coup, voilà, sur toutes ces thématiques, on s'investit. Là, actuellement, je crois que sur la région PACA, on doit être entre 40 et 50 adhérents. On se rend compte, en fait, de plus en plus, ça marche. La première année, ça a été très difficile parce que les bergers eux-mêmes ont cette image que leur renvoient leurs employeurs, que pour être un bon berger, pour être un bon salarié, il faut accepter ces conditions. Donc vraiment, on a eu un gros travail de communication et de soutien. Et là, les gens commencent à comprendre en fait que en fait, les choses peuvent changer et qu'ensemble, on est plus fort. Je crois qu'ils sont à peu près juste sur le département du 38, de l'Isère, à peu près pareil, 40 à 50, voire un petit peu plus. Et au niveau national, du coup, on doit tourner autour de 100 à 150 adhérents, quoi. C'est pas des masses. Au niveau national, on a beaucoup de mal à voir les chiffres, mais on doit être à peu près 2500 travailleurs, gardiens de troupeaux. Et, euh, et voilà, quoi. Et en fait, on a du pain sur la planche, on découvre, on apprend en même temps, mais en fait, on est ultra motivé, on est ultra déterminé. Et, et voilà. Et en fait, pour nous, c'est aussi important de réussir à dépasser ce cap où la communication est difficile, parce que pour nous, c'est essentiel. Et du coup, vous rencontrer aujourd'hui, discuter avec vous, euh, voilà, ça nous permet déjà d'affronter un petit peu. C'est pas forcément évident de raconter un peu ce qu'on vit face à des personnes qu'on ne connaît pas, mais aussi de créer du lien un petit peu plus large en interprofessionnel, parce que on a réussi jusqu'à maintenant à mener quelques actions et qui n'auraient pas été possibles sans le soutien interpro. Et voilà. Et donc pour nous, enfin personnellement, je viens juste d'arriver sur le département et c'était vraiment important pour moi de vous rencontrer. Du coup, je vais rebondir un peu sur les commissions mixtes paritaires. Du coup, au niveau agricole, en 2022, il y a une nouvelle convention nationale qui est arrivée et qui vise à homogénéiser les conventions les conventions régionales agricoles. Et on s'est retrouvé assez vite propulsé en fonction des départements, là où il y avait des acquis et des avenants régionaux, à siéger en commission paritaire. Ça allait hyper vite. On n'était pas du tout prêt ou formé, etc. On avait du coup, on nous invitait à des réunions, on savait pas trop qui on allait avoir en face et c'était quoi notre rôle dans ces réunions, etc.
Je pense que du coup, ça a été un petit peu en essayant de marcher qu'on apprenait là où on s'est un peu cassé les dents, là où on avait un peu désespoir, là où on avait un peu, enfin en tout cas, élaborer un peu une stratégie de comment on avait envie de siéger, à quel endroit on avait envie de tenir des trucs forts, à quel endroit on avait envie de... Enfin, il faut savoir que dans chaque département, il y a certains... Enfin, par exemple, dans l'Isère, il n'y a pas d'avenant régional. Alors que dans le 0,5, il y a un avenant qui est considéré plutôt avantageux par rapport à ce qui se passe dans d'autres régions. Dans le 0,4, il y a un avenant, mais enfin, tous les avenants sont largement en dessous de ce qu'on aimerait bien. Mais du coup, il y a la mise en conformité qui doit avoir lieu entre les avenants régionaux et l'avenant national. Du coup, c'était un peu pour nous un moyen quelque part par endroit de mettre un pied dans la porte et en tout cas de faire entendre nos voix. Et, et on a aussi en parallèle de ça demandé à ce qu'il y ait des négociations au niveau national pour qu'il y ait un avenant berger national qui soit rédigé. Et ce qu'on observe un peu partout, c'est que bah, soit par mauvaise foi, soit parce que c'est vraiment pas leur priorité, ce qui revient un peu au même, la FNSEA ne prend pas ces négociations fort au sérieux. Euh, En moyenne, les trois quarts des négociations sont annulées quelques jours avant les négociations pour des raisons très variables, que ce soit la météo ou des communications qu'on a eues dans les médias qui leur ont déplu. Donc, ce qui est déjà assez fou quand on essaie juste de. Alors que dans les médias, on décrit juste, bah voilà, c'est quoi nos réalités de travail, c'est quoi nos heures de travail, qu'est-ce qu'on vit en tant que berger et bergère quand on est à la montagne, et du coup, à quel point on est hors cadre par rapport à ce qui est déclaré sur nos fiches de paie et par rapport à ce qui nous est payé, que ce soit nos équipements, que ce soit nos chiens de travail, que ce soit tout l'investissement personnel qu'on met dans notre métier. Et du coup, on se retrouve souvent face à des portes qui se ferment un peu fortes. Et en même temps, on voit qu'à force d'y aller, il y a quand même des choses qui sont petit à petit entendues. On est très loin d'avoir des accords vraiment qui nous satisfassent, qui soient signés. Mais en tout cas, c'est un des volets sur lequel on essaye d'être le plus présent possible et du coup de communiquer dans les médias quand il y a quand il y a des commissions qui sont annulées et d'essayer voilà, de construire de la pression et un rapport de force pour forcer les FDSEA régionalement et la FNSEA au niveau national à siéger et, euh, et à entendre en fait nos revendications qui en fait le truc c'est que une fois qu'on est entendu, vu que c'est complètement hors cadre et qu'ils savent eux-mêmes que c'est illégal de nous embaucher de la manière dont ils nous embauchent, euh, enfin, ça va être compliqué pour eux de ne pas essayer de trouver des solutions. Donc, ouais, vas-y. Mais du coup, pour compléter, actuellement, avec un peu les mobilisations des agriculteurs, ils ont un peu le vent en poupe. Et clairement, là, on prend un revers de bâton où ils nous annulent toutes les négociations, que ce soit au niveau territorial, donc comme Marius a dit, pour des raisons, mais juste pas croyables, mais également au niveau national. Donc en fait, la première année, on était vraiment très enthousiastes. On a dénoncé nos conditions de travail. La FDSEA, la FNSEA a fait oulala, il faut ok, on accepte de s'asseoir autour de la table. Mais concrètement, là, ils essayent de nous épuiser un petit peu. Alors, oui, d'un côté, ils entendent, de l'autre côté, ils annulent les réunions à la dernière minute. Enfin, là, on est en train de rentrer dans un jeu qui est pas terrible. Et là, clairement, oui, c'est ça. Là, on commence à taper vraiment du poing sur la table et on essaye d'augmenter le rapport de force. Et, euh, et voilà. En gros, vous voulez rajouter quelque chose? Non, peut-être juste que en fait, cette mise en conformité, c'était un peu un garde-fou pour pouvoir lancer des réelles négociations sur cette branche de travail. Et du coup, il y a des réunions qui se sont programmées si on acceptait de signer cette mise en conformité et finalement, c'est censé s'annuler.
Oui, oui. Ouais. Oui, là, on est en train de vraiment tomber dans une sorte de cycle où on voit bien qu'ils essayent de jouer un petit peu la montre et l'énergie. Mais voilà, heureusement, c'est pas le seul secteur sur lequel le syndicat, pas le seul sujet dans lequel le syndicat s'investit, même si pour nous, c'est un sujet extrêmement important et qu'on n'a pas du tout l'intention de lâcher. Pour l'instant, en fait, c'est un peu dur. Il va falloir qu'on augmente clairement le rapport de force. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on prévoit déjà des actions. Il y a plusieurs actions qui ont été menées par rapport à ça. Et du coup, on a une action qui est prévue le 14 mai. Du coup, on hésite encore sur le lieu, mais ça sera certainement devant la Chambre d'agriculture parce qu'on a une commission sur le 05 et voilà. Soit on s'attend à ce qu'ils nous l'annulent et du coup ça tombe bien, on est là pour dénoncer la situation, soit ils sont présents et on sera à la sortie avec le micro pour essayer de savoir s'ils nous ont proposé des choses sérieuses. Ouais. Après, peut-être que ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'un des objectifs à participer en commission paritaire, c'était aussi de ne pas perdre les acquis au niveau Oui, territorial. Et ça, pour le coup, c'est quand même un peu une victoire au sens où on a sauvé les meubles, quoi. Enfin, ouais, on a sauvé les meubles. mais pas En tout cas, encore, c'est ça. il y avait quand même il y a une grosse crainte dans la mise en conformité de perdre des acquis sur les conventions territoriales assez avantageuses par rapport à d'autres départements. Mhm. Et l'idée, c'était voilà, justement de siéger à ces commissions-là et de faire en sorte que ça soit pas complètement euh, que ça parte pas dans le vent, quoi, sans une mise en conformité. Et ça, c'est Ouais, et non, malheureusement, ça, c'est pas véritablement acquis parce que non. ouais, ben, comme disait Marius, du coup, il y a eu cette nouvelle convention collective et du coup, ce qui a été remis en question, c'est la méthode de calcul des salaires. Du coup, en fait, maintenant, on n'est plus rémunéré sur nos compétences et nos qualifications, mais c'est en fait le poste qui est jugé, qui nécessite une certaine qualification, une certaine compétence, et en fait, on est payé en fonction du poste. Et ça, malheureusement, en fait, c'est passé au niveau national et ça détruit tous les avantages qu'il y a au niveau territorial. Et ça, on n'y peut rien, on se bat, on va à l'encontre on va à l'encontre de cette triste réalité, on bloque des cas de fer parce que là, pour le coup, on y perd. Par la même occasion, la FNSEA, les FDSEA se sont dit, bah, chouette, il y a la mise en conformité, et ben, on va en profiter pour attaquer les accords territoriaux. Donc là, pour le coup, c'est une réussite parce que là, on arrive à tout verrouiller et sur quelques points, avoir des tout petits acquis, c'est même pas des victoires, mais au moins, c'est pas, ils nous retirent pas des choses. Par contre, on y perd grandement sur la méthode de calcul. Voilà, nos compétences, les salariés, nos individualités propres ne sont plus prises en compte. C'est simplement le poste. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va se généraliser certainement. En fait, là, ils utilisent un peu le secteur agricole pour faire ce test et potentiellement envisager d'élargir ce nouveau système. Et autre chose qui a changé ces dernières années et qui continue apparemment à changer là, à la rentrée, c'est le fonctionnement du chômage, qui en fait constituait en fait pour nous en tant que saisonniers agricoles un revenu qui s'annualisait d'une certaine manière. Et du coup, en fait, avant, on travaillait 4-5 mois et on avait derrière une période de repos, etc. Donc, quelque part, le fait que nos heures ne soient pas toutes comptabilisées, dans le sens où ça nous ouvrait des droits au chômage de toute manière, ça permettait d'avoir un équilibre personnel et chacun gérait un peu ça comme il le souhaitait. Sauf que là, aujourd'hui, déjà avec les réformes passées qui demandent 6 mois de chômage, 6 mois de travail pour ouvrir des droits au chômage, et qui ne comptabilise que 39 heures maximum par semaine, alors qu'on a des contrats à 44 heures par semaine. Donc déjà, on a des heures qui ne sont pas comptabilisées dans celles qui sont déclarées, alors que les heures effectives qu'on fait sont le double. Donc techniquement, si on comptait vraiment les heures qu'on fait, on devrait ouvrir des droits. Et du coup, ça contribue aussi fortement à la dégradation de notre qualité de vie et de notre capacité
ben voilà, subvenir à nos besoins en travaillant ce qu'on fait, quoi. Et du coup, là, à la rentrée, avec la nouvelle réforme qui prévoit éventuellement, j'ai entendu, jusqu'à 9 mois, voire 1 an de travail avant d'ouvrir des droits au chômage, bah, ça n'existera plus, en fait, du tout. Donc en fait, en effectif, ça enlève toute une partie du salaire qui était comptabilisé comme ça. On ouvre les questions. Allez. Un petit truc sur les prud'hommes? Ça va, Fernand? Le fait qu'on s'accompagne aussi. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit. Et du coup, un autre volet qui est un peu différent, du coup, c'est du soutien. Le JC l'a formulé, mais notamment, on a des axes sur lesquels on essaye de se faire des armes, c'est au niveau des prud'hommes. Euh, notre- c'est toujours un peu délicat parce que ça demande vraiment frontalement se mettre en mal avec nos employeurs, et du coup, bah, ça peut impacter la manière dont on va trouver du travail dans le futur, etc. Mais régulièrement, il y a des cas d'abus qui vont beaucoup trop loin, et de gens qui craquent et du coup qu'on aide, et potentiellement qui vont jusqu'à des prud'hommes. Euh, et du coup, c'est un des endroits où on tente aussi de faire reconnaître le nombre d'heures travaillées, ce qui ne fonctionne pas toujours parce que, notamment dans certains accords territoriaux, on a une difficulté qui met à côté de nos 44 heures le mot forfaitaire. Et dans les prud'hommes, pour le moment, on n'a pas réussi à faire valoir que du coup, en fait, on n'a pas le droit de travailler 80 heures pour autant parce qu'on a 44 heures payées. Donc voilà, c'est aussi tout un volet de soutien qu'on mène. Ok. Mais finalement, la parole est venue facilement, c'est chouette. J'ai une première inscrite. Tu seras le deuxième. Alex, je t'en prie. Mets le son pour voir. Est-ce que vous... C'est bon là, normalement? Non? Oui. Oui, très bien, très bien. Ok. Ouais, moi, ça m'a inspiré plusieurs choses. Ouais, j'essaye de parler. Il y a du décalage. Ok, ça m'a inspiré plusieurs choses, cette intervention. Alors, pas tout à fait encore des questions, mais déjà, je me mets à rêver d'une tournée des saisonniers façon berger, où on partirait en itinérance avec nos sacs à dos pour aller rencontrer les bergers en alpage plutôt que d'aller voir les saisonniers en station. Ça nous changerait, et moi, ça m'irait bien de faire ça. Pourquoi pas, je lance l'idée à mes copains qui sont là et qui nous écoutent. Et non, moi, plus largement, votre intervention, elle m'inspire parce que on revient un peu à la base de la constitution du mouvement syndical en France, quoi. À la base, c'était de la solidarité, c'était les premières caisses de solidarité pour les mineurs, pour les autres, etc. Parce qu'en fait, il fallait bien trouver des postes, il fallait bien trouver le moyen de s'organiser. Et quand vous parliez de solidarité, ça m'a fait penser à ça aussi, finalement. Et puis voilà, moi, c'est une façon de faire du syndicalisme, j'allais dire, qui me plaît parce qu'elle part de vos réalités et elle part vraiment de vos cas de terrain qui sont concrets. Et j'allais dire, elle est pas sur de l'idéologie, elle est vraiment sur du concret. Donc bravo à vous, parce que j'imagine que ça n'a pas été super facile de vous organiser, de vous coller une étiquette de syndiqué avec un milieu qui est quand même pas si grand que ça. Et comme ça a été dit, finalement, par rapport à ce que ça représentait pour les employeurs et par rapport à ce que ça peut représenter pour votre employabilité. Donc voilà, chapeau. Ouais, vous parliez de rompre l'isolement, et du coup, moi, je rebondis là-dessus parce que je pense qu'en effet, s'organiser en syndicat, c'est une bonne façon de rompre l'isolement. Et je suis ravie que vous soyez là à l'UD parce que je pense que typiquement, l'Interpro, il peut continuer de vous apporter au-delà des choses que vous avez construites avec l'Interpro jusque-là. Mais vous parlez des difficultés peut-être en lien avec les prud'hommes, en lien avec la com. On a tout un tas de formations pour ça, sur lesquelles vous êtes largement les bienvenus, et ce sera trop cool de pouvoir vous accompagner là-dessus. Et puis vous décriviez une guerre de com. Alors moi j'aime bien ça m'excite un peu parce que c'est moi qui gère la com ici, et que ces guerres par médias interposés, et en gros ces guerres d'opinion,
c'est bien. Enfin, c'est bien. En tout cas, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et pour le coup, bah, là aussi, si on peut vous assister, nous, à l'UD, sur des contacts médias, sur n'importe quel plan com, sur n'importe quel… voilà. Si on peut vous assister, on est là. On est là toute l'année. Donc, que ce soit dans vos périodes de creux ou dans vos périodes de boulot. Mais voilà, on peut relayer des communiqués, on peut vous aider là-dessus. Même sur l'organisation d'événements, sur l'organisation de, voilà, le 14 mai, j'ai noté, bah là, si vous avez besoin d'une part qu'on vous aide à faire du bruit autour de cet événement, on est là pour ça. On est aussi là pour faire passer le message à l'interpro et donc aux autres secteurs. S'il y a des secteurs d'activité qui veulent venir vous soutenir, s'il y a des camarades qui ont du temps ce jour-là, qui veulent venir vous soutenir, on sera ravis de faire passer le message aussi. Donc, c'est d'autres manières aussi de rompre l'isolement. Et j'allais dire, oui, et la dernière chose que je me suis notée, c'est que la CGT, au niveau national, a un siège au Conseil national de la montagne. Et il est porté par l'UD, donc par notre UD. Et je pense que typiquement, votre sujet, c'est un sujet qu'il faudrait que nous, on puisse s'approprier et porter au Conseil national de la montagne. Alors, je ne vous dis pas qu'on va tout révolutionner, mais en tout cas, je pense que c'est aussi le bon lieu pour porter ça et pour avancer sur vos revendications à travers cette instance-là. Donc, quand on aura la date du prochain Conseil national de la montagne, je pense qu'il faudra qu'on arrive à se recroiser, qu'on s'organise un truc et qu'on soit apte à porter vos revendications aussi, nous, à travers cette instance-là. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous utiliser comme relais. On sera ravis de faire aussi ce qu'on peut pour vous filer un coup de main, voilà, pour vous aider à rompre l'isolement. On va prendre une question et après, on vous fera agir. Philippe? Alors, moi, j'ai une remarque, une question. Tu te rapproches par contre. La remarque, c'est par rapport à la FNSEA, à la DSEA. En fait, c'est le syndicat des gros exploitants. Voilà, vous êtes plus petits. Donc, avoir le soutien de la FNSEA, c'est quelque part eux désavouer aussi leurs principaux, je veux dire, clients, les gros exploitants qui sont peut-être pas trop bons. Vous m'avez suivi le pas? Non, pas très bien. La FNSEA, c'est quand même le syndicat qui défend, on l'a vu dans le dernier conflit, qui a défendu les gros exploitants, Oui. les céréaliers et peut-être des gros éleveurs. Et en fait, ce sont vos patrons finalement leurs clients. Oui. Donc, ils ne vont pas défendre votre cause, quoi. Ah non. Et quand ils s'entendent harmoniser les conventions territoriales, ils doivent se dire, oh, putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, cela? Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à leur soutien, surtout pas. Ah non, mais en fait, on ne cherche pas leur soutien. Mais c'est vrai qu'au sein des commissions, paritaires, on est dans une démarche de négociation, mais clairement, c'est pas ce qui se passe. On est en confrontation. Pure et simple, et en fait, en fait, avec l'expérience, au début, on arrivait un peu tout jeune, à plein d'espoir. Avec l'expérience, on se rend compte qu'effectivement, en fait, là, on a des gros méchants devant nous, c'est pas des amis, et c'est un combat qui a mené. Oui. La deuxième chose, moi, j'aimerais avoir un petit peu plus d'éclairage sur la convention. Vous êtes rattaché à une convention nationale, et à côté de ça, il y a des déclinaisons dans le territoire. Ouais, voilà. Initialement, c'était l'inverse. Il y avait des accords territoriaux du secteur agricole, des ouvriers agricoles, en fait. Et dans ces accords territoriaux, dans certains départements, on avait des avenants spécifiques aux bergers. Et il y a 4 ans, je crois que c'est en 2021, il y a une convention collective nationale qui a été négociée sur l'ensemble des salariés agricoles, dans l'objectif d'harmoniser et de faciliter, voilà. Mais du coup, ça remet en cause, en tous les cas, au moment de cette négociation nationale, ils ont tenté de remettre en cause les accords territoriaux. Ça a réussi à être verrouillé, plus ou moins, sauf sur la méthode de calcul des salaires. Et du coup, dans tous les accords territoriaux, tout ce qui avait un avantage, tout ce qui avait été négocié en fonction de la méthode de calcul des salaires, notamment par des fiches de poste, tout ça est détruit. Et du coup, on repart à zéro. Sur le 0,5, sur notre avenant, c'était très avantageux pour les gardiens de troupeaux. Ça avait été négocié il y a quelques années. C'était vraiment, et c'est pour ça que le département, beaucoup de gardiens de troupeaux, et sauf que là, on le perd. Et voilà. Du coup, ça nous…
Dernière question, quand tu parles de fiche de définir le poste, qui c'est qui définit le poste? L'employeur. L'employeur. En fait, c'est la libre appréciation de l'employeur en fonction de cette grille Voilà. qui existe. Alors, il y a des critères dessus. Ça peut être un critère en termes de management. Autonomie, d'ailleurs. technicité, Ouais. gestion, management, et il y en a un qui m'échappe. Mais voilà, donc des critères en fait classants qui, déjà d'une dans notre profession, et ben en fait, on n'a pas la possibilité de marquer des points, enfin le poste en lui-même, parce que c'est plus nous qui marquons des points. Le poste ne peut pas marquer des points en management, en gestion. Donc du coup, tout ça, c'est des cases où on marque 0 points. Du coup, le poste, et ben, entre guillemets, vaut très peu de points. Mais en fait, au niveau d'autonomie, de responsabilité, de tout ça, normalement, on met le max de points. Mais ce que, vu que c'est l'employeur qui dit que son poste vaut ça, en fait, clairement, il y a une sous-évaluation de poste systématique. Donc, c'est l'une des voies de recours dans lesquelles on espère pouvoir s'engouffrer. Mais pour ça, il faut qu'on soit constitué et qu'on arrive ensemble à dénoncer des sous-évaluations de poste. Mais effectivement, on est confronté à ça. Et moi, je vais rajouter un complément par rapport à la question d'avant sur les avenants. Ce que vous faisiez état la dernière fois, c'est qu'en fait, tu dépends de l'avenant par rapport au siège social de ton employeur. C'est-à-dire que sur un même département, c'est-à-dire dans 05, si tu as un berger qui est employé dans le 38 ou dans le 13, ils n'auront pas les mêmes conditions. Si l'employeur, c'est ça, si le siège d'exploitation, donc le groupement pastoral en général, comme je disais, c'est plusieurs employeurs, si le siège du groupement pastoral est par exemple dans les Bouches-du-Rhône, même s'ils montent les brebis dans le 05 ou 04, c'est le siège qui compte. J'ai pas une question, mais parce que monsieur Gilles Conseil, il a Ouais. levé là. Mais il y a la main levée, je vais donner la parole à l'UL de Laragne et ensuite à l'UD de Gap. Donc l'UL de Laragne, remettez votre petit micro. Ouais, on est bon? Ouais, Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Moi, je pense qu'il y a le problème du loup qu'on n'a pas du tout abordé. Et je pense que ce qui valorise souvent nos bergers, c'est qu'ils sont confrontés au loup. Nos agriculteurs sont confrontés au loup. Et ça, vous n'en avez jamais parlé. Et nos bergers, ben, j'adore les loups, hein, j'adore les bergers. Et c'est vraiment ce qui les valorise et ce qui peut. Et on n'a jamais parlé du loup pendant tout le débat. Voilà. Ok. Attends, je veux bien répondre. Vas-y, continue. Ouais, en fait, il y a une petite brochure qui avait été éditée par un collectif un peu inofficiel avant l'existence du syndicat qui s'appelait Ouvrons un peu nos gueules au lieu de toujours parler de sac du loup. Peut-être que tu veux rebondir là-dessus. Ouais, je veux bien rebondir là-dessus. On est nombreux, enfin, on est une nouvelle génération où je pense pas, on n'est pas des anti-loups. Enfin, en tous les cas, dans notre groupe, on n'est pas, il me semble pas, il n'y a pas de positionnement là-dessus. Il y a très peu de positionnement entre guillemets pro-loup. Je suis pas tout à fait d'accord qu'en gros c'est le loup qui fait nos compétences et ce que les bergers y valent. Mais je pense avoir compris en fait ce que vous vouliez aborder. Effectivement, c'est grâce au loup que nos employeurs sont surindemnisés et ont énormément de primes, dont notamment celle pour vraiment, c'est une cerise sur le gâteau, nos salaires de gardiens de troupeau, jusqu'à 2500 € brut, charges patronales compris, sont remboursés à hauteur de 80% en zone prédation et à hauteur de 100% en zone parc. Donc effectivement, en fait, je ne sais pas si c'est les bergers qui doivent beaucoup aux loups ou les éleveurs, mais c'est ça, en fait, je tiendrai à faire la distinction. Nous, les salariés, nos compétences, en fait, on les a. La présence du loup, en fait, nous oblige une garde permanente, 24 sur 24, 7 jours sur 7. En fait, clairement, ça a fondamentalement changé le métier. On vit avec, moi, personnellement, j'ai toujours connu le métier comme ça et ça fait partie inhérente du métier et je travaille avec le fait de protéger mon troupeau.
Mais clairement, en fait, les avantages du loup, ils sont pour l'employeur. Même si c'est eux qu'on entend toujours crier au loup, enfin la FNSEA, voilà, on veut pas des loups, mais en fait, ils ont vraiment énormément de subventions grâce à ça. Par contre, le travail qui incombe, euh, entre guillemets, à cause du loup, donc ça veut dire être confronté à des scènes morbides, macabres, la surcharge de travail qui est d'une surveillance permanente, la surcharge de travail qui est de récupérer les animaux, la pression au quotidien. En fait, c'est les salariés qui la subissent. Faire les constats. Faire les constats, voilà. Et c'est les employeurs qui empochent. Donc, et comme je vous dis, vraiment, on est une nouvelle génération qui, on n'est pas, personne ne se revendique anti-loup, quoi. Enfin, en tous les cas, en fait, c'est pour ça qu'on en parle très peu, puisque souvent le débat revient, oui, le loup, voilà. Donc nous, c'est vrai que c'est un sujet qu'on, on va pas présenter sous cette facette-là. Mais effectivement, c'est une réalité de notre métier. Et après, il y a quand même quelque chose à dire sur la façon dont les aides, par exemple, sur nos salaires sont structurées. En fait, du coup, comme JC l'a dit, les éleveurs qui nous embauchent sont aidés jusqu'à 2500 euros brut. Alors que du coup, c'est structuré de telle manière que ça encourage les éleveurs à nous garder. Du coup, tout ce qui est au-delà, c'est à leur charge. Du coup, en fait, ça les encourage à ne pas nous payer plus non plus. En fait, on pourrait l'imaginer que les premiers 1000 euros sont à la charge des éleveurs ou que ce soit un pourcentage croissant en fonction de combien ils nous payent. Donc, il y a quand même une volonté dans la façon dont c'est structuré de pousser les éleveurs à nous payer le moins possible au final. Oui. Ok. Ludé, je vous en prie. Je sais pas qui a demandé la parole. Bonjour. J'aime ce qu'on a miné pour. Alors moi, je suis du secteur de l'énergie, donc Enedis, le distributeur national. Moi, je voulais vraiment vous féliciter pour votre démarche. Je pense que vous avez déjà parcouru un chemin énorme. Avoir un métier avec autant d'isolement et pouvoir se structurer, je pense que ça a dû être vraiment compliqué. Donc, franchement, chapeau déjà. Après, il y a quelque chose que je comprends pas. J'entends depuis tout à l'heure, je suis mauvais communicant, mais en fait, moi, j'ai pas l'impression du tout. J'ai l'impression que je vois que des personnes devant moi là qui s'expriment très bien, qui maîtrisent très bien les sujets, qui font bien passer les messages. Donc, je suis pas inquiet là-dessus. Ça va bien se passer. Mais c'est vrai que ceci dit, la com, c'est un sujet important, hein. Si on veut fédérer, si on veut sensibiliser autour de nous, effectivement, il faut savoir communiquer, il faut savoir expliquer nos problèmes, les faire partager. Vous avez un métier extraordinaire et moi-même, en fait, je suis en train de prendre conscience que je ne le connais pas. Il y a plein de choses qui sont à raconter, et y compris, effectivement, ça peut permettre aux gens de prendre conscience que ce que vous vivez, en fait, ça demande à être changé, à être défendu. Donc, heureusement, on a des structures aujourd'hui en France qui nous permettent d'améliorer tout ça. N'hésitez pas à vous en servir. Je pense qu'avec l'UD, vous serez, ça sera sûrement le meilleur endroit où vous pourrez tomber. Enfin, en tout cas, de tous ceux que je peux connaître. Parce que voilà, moi j'ai fait l'appel à eux sur un combat important qu'on a mené l'année dernière, en début d'année, la réforme des retraites. Et franchement, voilà, j'oublierai jamais tout ce qu'ils ont pu faire pour nous. Et voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont vraiment bien structurés. Ils sont extraordinaires. Et après, au-delà de ça, voilà, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des conditions de travail, il y a des revendications, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Enfin voilà,
travailler, être payé la moitié des heures qu'on travaille dans des conditions d'isolement, comme vous le dites, effectivement. Travailler en pleine montagne avec un troupeau et pouvoir prendre du temps pour méditer, je pense que ça peut faire rêver les gens, mais quand on le vit 4 à 5 mois par an, là, je pense que le rêve, il a une autre saveur. Voilà. Ceci dit, je suis sûr que c'est un métier formidable, hein. Mais on peut pas accepter que enfin voilà, avec toutes les contraintes que vous subissez, on peut pas accepter qu'aujourd'hui, en fin de compte, il y ait des gens qui profitent à minima tous les efforts que vous faites. Il faut qu'ils vous reviennent d'une façon ou d'une autre. Donc c'est en ça que vos revendications elles doivent être claires et précises. N'hésitez pas à avoir des objectifs qui soient à la mesure des efforts que vous faites. Et après, le tout, effectivement, c'est de fédérer. Donc là, tout à l'heure, j'ai bien entendu 2500 bergers et bergères en France et 150 adhérents, c'est ça? Du coup, quel est, le nom de votre syndicat, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4. Le nom. Ah, non, le nombre. Le nombre. Du coup, il y a les Hautes-Pyrénées, mais là, un syndicat où je crois qu'il n'y a une personne active dedans. L'Ariège, relativement actif. Le 38, très, très actif et qui communique très bien. Après, juste, on dit 38, mais c'est tout le nord des Alpes. Oui. C'est 38, Savoie, Haute-Savoie et des trucs du Jura aussi. Voilà. Oui. Et du coup, en fait, il y a nord des Alpes et sud des Alpes qui s'appelle 38 et le sud des Alpes qui s'appelle PACA. Oui, voilà. Ok. Du coup, 2500 bergers et à peu près 150 adhérents, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. Peut-être un peu plus. Là, c'est des chiffres. C'est pas moi qui tiens les chiffres. Eh ben, ça fait... Ça, c'est une grosse problématique. Non, mais voilà, même si le chiffre il n'est pas la virgule près, ça fait 6%. 6%, vous n'avez vraiment pas à rougir, hein. C'est un score tout à fait honorable, hein. La moyenne nationale, elle est à 4 des broutilles, hein, je crois. Il n'y a pas longtemps, on a abordé le sujet là, par rapport au TPE. On a une moyenne nationale qui est en dessous de ça, il me semble. Donc, bon, dans tous les cas, 6%. Enfin, par rapport, encore une fois, à l'isolement de vos métiers, moi, je trouve que c'est déjà un bon début. Donc, le 14 mai, tenez-nous au courant de ce que vous faites. Je pense qu'on a tous besoin de vous filer un coup de main. Je finirai là-dessus. Merci, James. Merci beaucoup. On va accueillir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu d'artifice derrière nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. Merci. On a Lison qui nous a rejoint. Donc, bonjour Lison. Donc, c'est une camarade gardienne de troupeau à l'Estac. Ouais. Le Rove, pardon, excusez-moi. Philippe, tu as demandé la parole. Ouais. Pour plusieurs questions. Comment vous pouvez. Alors, moi, j'ai une petite en avance avec Julien parce qu'on nous a rencontrés, on a eu des échanges. Du coup, je vais poser cette question parce que moi, elle m'interpelle beaucoup. Comment vous pouvez revendiquer les 44 heures hebdomadaires alors que vous faites du 24 pendant 10 mois? En fait, c'est ça, c'est super frustrant, en fait. Est-ce que c'est votre revendication, 44 heures payées? Alors voilà, justement, on est confronté à cette problématique. C'est ça. En fait, pour l'instant, en négociation face à la FNSEA ou les FDSEA, on peut pas. C'est pas là qu'on va négocier un statut. Nous, dans un idéal, effectivement, on revendiquerait un statut. Sauf que là, dans la situation actuelle où on est limité par le Code du travail. Pour pallier à cette problématique, dans notre revendication, en fait, il y a diverses, et effectivement, je pourrais rentrer dans le détail des revendications, mais notamment sur celle des heures. En fait, l'idée est de majorer les heures supplémentaires au-delà de 35 heures, de les majorer à un taux élevé
suffisamment élevé que cette majoration comble, au moins au niveau financier, les heures de travail qu'on effectue. Sauf que, à côté de ça, ça veut dire que nos cotisations sociales, nos retraites, tout ça n'est pas pris en compte. Donc, certes, dans notre revendication, on récupère de l'argent de nos heures qu'on travaille, mais on ne récupère pas tout le reste. Du coup, on a réfléchi à cette problématique et dans d'autres revendications, on essaye de la prendre en compte, notamment avec j'ai pas le détail sous les yeux et je risque de m'en mêler un peu, mais dans l'idée un petit peu de prolonger nos contrats ou d'avoir des jours de récupération. Et du coup, ces jours de récupération, on essaye de s'inspirer des différentes conventions collectives, notamment une sur laquelle on s'oriente beaucoup, c'est celle des marins-pêcheurs, qui ont pour un jour travaillé en mer, un jour de repos à terre, et ainsi de suite. Du coup, ce qui permettrait d'allonger nos contrats, du coup de régler la problématique du chômage et différentes cotisations. Sauf que, voilà quoi, ça fait un cahier revendicatif particulièrement lourd, mais effectivement à la hauteur de ce qu'on nous doit. Et on s'est basé là-dessus. C'est terrible, hein, mais on n'est pas là à négocier quelque chose en fait de plus que ce qu'on devrait avoir. On est là déjà sur la base de la réalité de ce qu'on nous doit, du travail qu'on effectue. Et du coup, ouais, c'est dur. C'est dur de se rendre compte que c'est vraiment pas gagné et qu'on n'aura même pas ce qu'on nous doit. Poursuis. Deux petites questions. C'est quoi vos revendications en termes de salaire? Voilà. Et la deuxième, c'est une interrogation. Comment vous allez-vous organiser l'activité syndicale parce que vous êtes en estime? C'est une bonne question. Peut-être. Bon, en termes de salaire, donc dans nos cahiers revendicatifs, on a du coup rédigé et confectionné les 4 syndicats du territoire en commun pour porter au niveau national. On demande, du coup, dans la convention nationale qui est entrée en vigueur en 2021 ou en 2022, je ne sais plus, il y a des paliers et on demande un palier 7 minimum d'entrée de jeu en tant que berger débutant. Ce qui correspond à agent de maîtrise, en gros. Et en termes de taux horaire. En termes de taux, à l'heure, je ne pourrais pas te dire, mais ça fait 2500 € net à peu près. Au palier 7. En 44 heures. En 44 heures. Donc, c'est pas énorme. Là, c'est juste, mais ça, c'est le palier de base. C'est le taux horaire. Voilà, c'est ça. Non, attends, c'est brut la subvention de l'État. Il doit payer 300 € puisqu'il y a des déductions de charges. Mais concrètement, aujourd'hui, le taux d'entrée, c'est le SMIC. Donc qui est palier 1 et du coup palier 7. Il faut savoir qu'entre le palier 1 et le palier 4, il y a une dizaine de centimes de différence à l'heure, ce qui fait des différences. Enfin, on a l'impression de gagner quelque chose parce qu'on est au palier 3 au lieu du palier 1, mais en fait, concrètement, en termes salarial, c'est que dalle. C'est vraiment juste pour faire croire aux gens. Donc voilà, le palier 7, sachant que ça va jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Ouais. Mais après, on passe, à partir de 10, ça passe en cadre. Et voilà. Mais pour compléter ça, en fait, on demande, comme je parlais tout à l'heure, de la majoration des heures supplémentaires de 35 à 46, en fait, exactement, puisqu'on demande un contrat de 46 heures. À côté de ça, on demande une prime d'équipement conséquente, mais qui correspond en fait à ce que ça nous coûte. On demande à ce que nos chiens, le travail qu'on effectue avec nos chiens, soit pris en charge à l'image des maîtres chiens, où par exemple leurs chiens sont payés 1,14 € de l'heure, parce qu'ils les ont formés, parce qu'ils ont leur charge toute l'année, parce que trouver un appartement, une maison avec des chiens, en fait c'est super compliqué, il faut forcément un jardin, mais en fait on n'a pas les moyens de se payer une maison avec un jardin, et souvent on a 1, 2, 3 chiens, parce qu'on garde entre 800 et 1200 brebis, voire bien plus. Donc ça, on insiste vraiment beaucoup. Enfin, en fait, sur toutes les thématiques, nos revendications sont plutôt élevées. Et pour donner une réponse, je crois qu'on n'a même pas fait le calcul total de ce que ça représente. Ces revendications partent d'une réalité et on va voir ce que ça donne, quoi.
Et en ce qui concerne comment on fait la lutte pendant l'estive, alors justement, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. On est parti sur des campagnes d'affichage un petit peu au niveau des vallées, parce que du coup, on sera dispatché un petit peu dans tous les Alpes ou les Pyrénées, dans tous les massifs. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, le jour où on doit faire notre ravitaillement, on saisit l'occasion pour faire de la dénonciation, donc de l'affichage. Donc, c'est pas grande chose. Après, c'est à réfléchir. Il y avait eu l'idée d'organiser une grève, au moins, en fait, de poser un préavis de grève. Mais il faut comprendre que la situation est particulièrement difficile, en fait, puisqu'on est pour garder le troupeau, et que si on n'est pas là, le troupeau, voilà, c'est du vivant, quoi. Donc, on réfléchit à comment, en fait, utiliser ce préavis de grève potentiellement pour mettre de la pression aux employeurs. Le fait que simplement les gardiens de troupeau disent il y a un préavis de grève qui est posé et potentiellement de cette date à cette date, on pourra partir en grève, on se dit que ça rajoute une pression. On se pose beaucoup de questions. On se demande vraiment comment on peut faire pour agir pendant qu'on est en estive. Voilà. Après, il y a aussi l'année passée, on a proposé aux gens de comptabiliser leurs heures et de faire en fait déjà de rassembler de la documentation pour pouvoir après avoir des dossiers sur lesquels s'appuyer pour aller négocier au niveau national qui comptabilise. En fait, du coup, on peut établir des moyennes basées sur des centaines de bergers, etc. Donc, il y a un peu cet enjeu-là d'avoir des chiffres. Et c'est intéressant à ce sujet-là qu'en face, à peu près au même moment où nous, on a commencé à demander aux bergers et des bergères de comptabiliser leurs heures, les employeurs nous ont demandé de remplir des fausses fiches horaires qui comptabilisaient 44 heures par semaine et qui, du coup, les dédouanaient de toute heure supplémentaire. Et des gens ont perdu leur poste parce qu'ils ont refusé de signer ces fiches. Ça fait à peu près 7h50 par jour. Voilà. En juin, ça ressemble plus à du 13-14 heures. Et voilà, du coup, effectivement, il y a des personnes qui ont refusé de la signer, soit qui n'ont pas pu remonter sur la même estive cette année, ou qui ont été menacées de ne pas être payées, tout simplement. Ouais, ça a été vraiment terrible. Et vraiment, ceux qui ont refusé, nous, on a essayé de trouver des alternatives. On a contacté l'inspection du travail pour leur dire comment on fait. Et du coup, voilà, toutes les personnes qui ont osé se refuser de signer ce truc, ils se sont fait saquer, quoi. Ne serait-ce que dans l'entente avec les employeurs. Je vais reprendre la main parce qu'on est bientôt à l'approche de l'heure. Je vais glisser une question qui doit éveiller, alimenter la compréhension de la revendication. Il y a la question de l'alimentation des chiens dans vos revendications. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites d'un chien quand il est trop vieux pour surveiller les troupeaux? Et ben, on s'en occupe encore, hein. C'est ça, faut pas s'imaginer, peut-être qu'à une époque, je sais pas, où les éleveurs, c'est plus facile pour eux. Je sais pas, mais en fait, c'est des chiens avec qui qu'on a éduqué, que souvent on les a quand ils sont tout petits. Et c'est pas parce que, du coup, après 8, 9 ans de carrière, on s'en débarrasse. Enfin, moi, je connais aucun berger, vacher, chevrier qui se débarrasse de ses chiens. Et du coup, oui, en fait, on se trouve à un moment donné dans notre carrière, tout en sachant que la moyenne de la carrière des gardiens de troupeau, c'est 5 ans. Il y a un turnover terrible, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'au bout d'un moment, en fait, on a les genoux en vrac, c'est un métier difficile. Mais bon, il y en a plusieurs qui tiennent vraiment à ce métier. Comme j'ai oublié son prénom, a dit, oui, effectivement, c'est un beau métier, et c'est bien parce qu'on l'aime qu'on se bat pour l'améliorer. Mais effectivement, au bout d'un moment, en fait, nos chiens deviennent vieux, et du coup, on se retrouve à avoir 2, 3, et là, on est bloqué, quoi. Est-ce qu'on en prend un 4e? Mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de vivre avec 3 chiens et peut-être 4, en sachant qu'on n'a pas forcément le moyen d'avoir une maison. Alors souvent, ça nous pousse, vu que nos travails, c'est plus ou moins saisonnier, ou même si on le pratique à l'année, c'est pour différents employeurs, donc qui nous demandent d'être extrêmement mobiles. Nombre d'entre nous, en fait, faisons le choix d'habiter en habitat mobile, quoi. Camion, caravane.
Donc, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que d'avoir 3 chiens en camion caravane. On est stigmatisé. En fait, on est contraint à ce mode de vie précaire, quoi. Parce qu'on n'a pas les moyens de se prendre une maison pour s'occuper de tout ça. Enfin bon. Mais pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait de nos chiens quand ils sont trop vieux? Ben, on les garde, on s'en occupe, on les soigne et ça nous coûte une fortune. Moi, personnellement, j'ai 3 chiens. Ça fait 13 ans que je suis berger. Ça fait 10 ans, bon, en gros, en 10 ans de travail, j'ai eu pour plus de 10 000 euros de frais vétérinaires pour mes 3 chiens. Donc, tout ça, c'est à nos charges, quoi. Et plus ils sont vieux, et plus ça nous coûte. Donc, c'est pour ça que notre revendication est très importante sur les chiens de conduite. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que, aussi, peut-être pour éclaircir, peut-être que les gens ne savent pas, mais les bergers n'ont pas forcément, n'ont quasiment même jamais des chiens de protection. Là, on parle bien des chiens de conduite, des petits border collies, majoritairement, qu'on voit, quoi. Les patous, ceux-là appartiennent aux employeurs. On en a à la charge pendant l'été, mais ce ne sont pas les nôtres, on n'en a pas à la charge le reste du temps. Et en général, quand le chien a environ 4 ans, on commence déjà à penser à la relève. Donc 4 ans, plus un chiot, le chien grandit. Quand il arrive à ses 8-9 ans, il commence vraiment à être en fin de carrière, là. Et comme ça, le jeune est au summum de l'âge, et tac, ça fait un roulement comme ça, qui nous mène souvent à avoir du coup ces 3 chiens quand tu dures longtemps. Et moi, il y avait juste un point que j'aurais aimé rajouter. J'ai l'impression qu'un élément qui manque et aux syndicats et aux assos de bergers, c'est une banque de données. En fait, on a très peu de données sur les accidents de travail, sur les morts au travail, sur le nombre de bergers et de bergères en France. Et c'est des données qui nous seraient nécessaires en fait pour étayer nos revendications et être dans le concret, être dans la statistique. Et du coup, on essaie de se mettre en lien avec la MSA pour avoir plus de données. Et ce travail doit être absolument fourni, quoi. Ouais. Et c'est ça. En fait, on n'a pas ces données. La MSA nous renvoie qu'en fait, ils peuvent pas nous distinguer des autres salariés agricoles. En fait, ils peuvent pas distinguer les gardiens de troupeaux de ceux qui travaillent en élevage, puisqu'on a quand même un code APE qui regroupe les salariés de petits ruminants, ovins caprins, gros ruminants. Donc, on a quand même des codes, mais ils n'arrivent pas à séparer les données. Donc, en fait, ils nous disent, on ne sait pas, on ne peut pas, et du coup, on ne vous donne rien comme données. Et en même temps, on sait qu'ils font certaines recherches, notamment il y a eu une recherche il y a 2 ans sur la qualité de sommeil des gardiens de troupeaux en alpage. Et on n'a jamais pu vraiment avoir accès aux résultats. Donc, qu'est-ce qui est de la mauvaise foi, qu'est-ce qui est vrai, on ne sait pas non plus. Mais de fait, les MSA, parce que du coup c'est régional, ne nous donnent pas accès à ce qu'elles ont comme information sur notre propre travail. Alors que c'est nous qui cotisons par nos salaires à ce qu'elles existent. Eh bien, ça fait beaucoup de choses très, très, très intéressantes. Je me permets de reprendre un bout d'écran. Malheureusement, il est 19 heures passées. On a pour habitude de garder la montre sur 1 heure. Donc, un grand merci à toutes et tous. Donc, je vois que vous étiez nombreux à Gap, nombreux à Laragne. Merci à Rémi, que je ne connaissais pas. Merci Lison d'être là. Merci aux copains. Donc, nous, on continuera de garder le lien, de les accompagner. Donc, voilà. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. Et au prochain apéro des luttes pour ceux qu'on ne revoit pas d'ici là. Salut! Merci beaucoup. Merci.